Merci beaucoup de cet accueil, de cette invitation, de cette organisation. C'est vraiment très plaisant. Et la vue ici nous invite à faire des grands voyages. On va quand même rester entre les quatre parois de la salle. Et cela dit, en fait, cette espèce d'invitation au voyage là, qu'on a autour de nous colle assez bien avec mon sujet qui est de repenser le terrain d'une certaine façon, ou de le repenser, en tout cas d'en présenter un certain nombre d'aspects. Pour, comment dire, non pas, en faire une présentation descriptive, mais pour l'intégrer peut-être dans la pratique philosophique, dans l'histoire de la philosophie, et également pour en proposer une espèce de philosophie. Alors, je ne vais pas aborder la philosophie de terrain au sens où Christiane Voller l'a fait dans un petit livre qui s'appelle La philosophie de terrain, d'ailleurs, je crois. Récemment aux éditions Créafis, où elle a d'une part montré qu'il y avait quand même des relations entre les philosophes et le terrain. Voilà. Donc il y a des relations entre les deux, et puis que par ailleurs, effectivement, il peut y avoir dans l'attitude philosophique ou dans la pratique philosophique, disons, un ensemble de méthodes qui relèvent finalement de l'enquête de terrain, notamment l'entretien, la conversation, le fait de se déplacer, le fait d'aller vers, etc., etc. Donc c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Même si c'est très intéressant, c'est pas mon propos, mais plutôt l'idée serait donc non pas d'aller sur le terrain en tant que philosophe déjà constitué, existant, avec sa doctrine, sa méthode, ses idées, etc., mais plutôt avoir une relation avec le réel tel que, ou avec le réel, ce qu'on appellera le terrain, mais ça on va voir un peu de quoi il retourne, donc avoir une relation avec le réel tel que ce qui en provient est ou relève du fait même de philosopher. Et voilà, c'est plutôt cet aspect-là qui me semble assez utile aujourd'hui à peut-être redécouvrir, dans la mesure où, d'une part, c'est une attitude qui est extrêmement présente dans l'histoire de la philosophie, et là je parle de la grande philosophie, même si tous les philosophes n'ont pas été sur un terrain, enfin, si on peut dire, même si tous les philosophes n'ont pas arrimé explicitement leur philosophie ou leur appareil philosophique à une investigation sur le terrain, une investigation, une enquête, est ce que vous voudrez. Mais cela dit, ça me semble aussi important dans la perspective pragmatiste de la critique, de la distinction entre philosophie spéculative et philosophie pratique. Je pense que le terrain, ça, même si ce n'est pas non plus l'objet exact de ma conférence, mais le terrain nous permet d'assouplir, de revisiter, parfois peut-être même de reconstruire la distinction classique entre la spéculation théorique ou abstraite et la pratique, voire l'application, la dimension de l'application de la théorie à des situations bien concrètes. Alors évidemment, le pragmatisme aussi est un outil très puissant pour nous inviter finalement à cette exploration, dans la mesure justement où le pragmatisme, non seulement se présente comme une théorie de l'enquête, mais par ailleurs a aussi motiver un certain nombre de développements dans les sciences sociales, notamment en anthropologie ou en sociologie, voire en psychologie d'ailleurs et en sciences politiques, au sens où finalement le rôle même de l'enquête de terrain a été comme à l'interface entre la constitution de sciences de terrain d'une part et de la philosophie pragmatiste d'autre part. Voilà, alors d'abord, je dirais que peut-être il y aurait moyen de revisiter, là je vais être très rapide, de revisiter l'histoire de la philosophie à partir justement des relations à redécouvrir ou à revisiter entre les philosophes les plus classiques et un terrain qu'ils constituent. Et de fait, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais là que je vais simplement évoquer, à savoir que les philosophes contrairement à la représentation de Thalès tombant dans son puits, contrairement à toutes sortes de représentations finalement de la philosophie comme exercice coupé en quelque sorte de l'ancrage dans un lieu et dans un temps bien précis, au contraire je dirais que l'exercice philosophique est d'une manière générale, je dirais statistiquement, ancré effectivement au contraire dans une observation extrêmement fine des réalités dont le philosophe est contemporain, ce qui mène donc à finalement une autre histoire de la philosophie, notamment une autre histoire de l'intégration, de la considération des textes philosophiques dans le corpus finalement académique lui-même ou dans le corpus estimé fondateur.
Donc voilà, je vais commencer par ça. Donc je dirais que le terrain, la conceptualisation du terrain et l'exploration, en quelque sorte, du terrain, fait partie donc de l'histoire de la philosophie. Ce qui m'a d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que le mot spéculation, qui vient de speculatio, signifie observation, justement, en latin. Et d'ailleurs, je crois que le terme était utilisé pour désigner l'espionnage pour le compte du général des armées. Hein. Donc, qu'on soit passé de la spéculation comme abstraction complète ou calcul rationnel, à cette notion-là, alors qu'elle signifie au contraire la perception la plus fine qui soit des réalités de manière justement à rendre compte afin d'assurer une action efficace, est assez étonnant. Donc ça n'est qu'au XVIIIe siècle que le terme de spéculation va acquérir le sens de conjecture, de raisonnement abstrait qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors je vais prendre juste deux exemples. Le premier c'est Aristote et le deuxième c'est Réaumur, mais pour très rapidement, je dirais que justement Aristote a consacré plus d'un quart de ses œuvres à la biologie. Je vous rappelle le titre d'un certain nombre de ses ouvrages: Histoire des animaux, Partie des animaux, Génération des animaux, Marche des animaux. Donc c'est un immense savant, et c'est important de le dire, dont par exemple Darwin dit la chose suivante: Linné et Cuvier ont été mes dieux, mes deux dieux dans bien différentes directions, mais ils ne sont que des écoliers par rapport au vieil Aristote. C'est étonnant de lire ça sous la plume de Darwin. Il fait des observations qui portent sur plus de 500 espèces d'animaux. Il dissecte des embryons de poulets finalement c'est le fondateur de l'embryogenèse. Il fait des contributions essentielles dans toutes sortes de domaines, y compris donc dans la physiologie, les parties des animaux, etc., mais aussi dans l'étude de la vie psychologique des animaux, ce qui pourrait nous être très utile aujourd'hui. On commence à se dire, tiens, peut-être que les animaux, s'ils n'ont pas d'âme, ils ont quand même, une forme de conscience qu'il faudrait redécouvrir. Donc c'est très intéressant d'ailleurs de lire Aristote conformément en relation avec ses préoccupations aujourd'hui animalistes, qui sont les nôtres. Et donc, effectivement, il y a d'ailleurs des pages chez Aristote de la comparaison finalement entre la conduite animale, la conscience animale et la conscience humaine, quoique, dit-il, finalement, l'âme animale est moins diversifiée que l'âme humaine. Ce serait ça sa différence, donc ce serait plus une question de distinction finalement, de quantité que de nature. Alors, ce qui me semble aussi important concernant Aristote, comme concernant d'ailleurs, on pourrait le dire, de Dewey et de son terrain qu'est l'éducation, comme on pourrait le dire de Canguilhem et de son terrain qu'est la politique, comme on pourrait le dire de Pascal et de son terrain qui est à la fois la géométrie et la physique, ce qu'on peut dire d'Aristote, c'est que finalement ce corpus sur les animaux, qui est absolument c'est la masse d'observation, est quand même un centre de gravité de sa philosophie, et que c'est, disons, à partir de ce centre de gravité qu'on peut comprendre des notions extrêmement prégnantes, que sont par exemple la distinction entre les genres et les espèces, toutes les classifications qu'il nous propose, bien sûr le rôle de la médecine comme paradigme finalement éthique, la doctrine du juste milieu, la distinction entre la vertu individuelle et la vertu spécifique. Enfin, toutes ces notions finalement trouvent une espèce de résonance à partir justement de son travail sur les animaux. L'idée même de la pluralité, ça ce serait intéressant de le constater, mais pas de l'étudier plus en détail. Qu'est-ce que c'est que la pluralité? J'y reviendrai, etc. Bien. Alors, on lit sous la plume d'Aristote, c'est ça qui va me permettre de faire un tout petit lien avec Réaumur, que finalement, la méthode philosophique par excellence, ou l'une des méthodes finalement qui renseigne la signification même de l'exploration philosophique du monde, c'est de comparer les faits, d'en partir, de les classer, de les saisir avec exactitude. Et il nous précise que l'étude des faits ne doit négliger aucun détail. L'observateur ne doit pas être dégoûté, ne se laisser dégoûter par les animaux les plus répugnants, car, dit-il, dans toutes les productions naturelles réside quelque chose d'admirable. Alors, je voudrais insister un tout petit peu sur cette notion d'admirable, et je crois que c'est ça le terrain. Hein. Enfin, on va aller vers une espèce de définition, une proposition. Hein. Je mets la table, comme dit André Lacroix, j'aime bien l'expression aussi. Voilà, mais donc... la notion d'admiration qui est un peu gommée par celle d'étonnement auquel
à laquelle on rapporte finalement le début de la philosophie, finalement est peut-être beaucoup plus précise et plus complète que justement, en tout cas c'est peut-être une manière de comprendre la composante, je dirais, à la fois morale et esthétique de l'étonnement. Et cette composante morale et esthétique, on va la voir justement dans le terrain. Le terrain, c'est d'une certaine façon la combinaison entre des préoccupations de type cognitif ou épistémologique et des préoccupations de type éthique et esthétique. Bien, donc c'est voilà, philosophie appliquée ou philosophie pratique par excellence. Voilà, et donc il appartient, dit-il, aux savants de découvrir en vue de quoi et pourquoi et en quoi tel ou tel animal possède une particularité quelconque. Donc on a une pensée de la singularité des événements et des êtres qui me semble aussi être un fondement de la politique d'Aristote ou de la politique démocratique en général. Alors, ça me permet de passer très rapidement à Réaumur, donc, qui est un mathématicien, qui devient, d'ailleurs, il passe des mathématiques aux études naturalistes, et c'est un philosophe qui est influencé, quoi qu'il s'en démarque, par Malebranche et Descartes. Il a fait des recherches extrêmement pointues, c'est des corpus, c'est des milliers de pages à chaque fois, ce ne sont pas des détails. Il fait des recherches sur les métaux, sur la céramique, sur les câbles de marine, enfin j'ai pris quelques... voilà. Les poissons, les oiseaux, les insectes, bien sûr, c'est un pionnier de la génétique. D'ailleurs, il a fait des observations qui autorisent ce titre. Et puis, c'est l'inventeur du premier thermomètre à alcool également, bon, etc., etc. Alors, c'est surtout, je dirais, ces travaux sur les insectes, moi, qui me servent un peu de leçons de choses et de leçons d'humanité en même temps. En quoi, d'ailleurs, il y a... D'ailleurs, pas mal de liens avec Pierre-Henri Fabre, qui est un entomologiste très connu, mais qui, on appelait ça l'insectologie d'ailleurs au XVIIIe siècle, avec un immense mépris. Mais bon, Réaumur nous dit, alors c'est pour faire le lien avec le terme d'admirable chez Aristote, le goût du merveilleux. Voilà, le goût du merveilleux est un goût général. C'est ce goût qui fait lire plus volontiers des romans, des historiettes, des contes arabes, des contes persans et même des contes de fées que des histoires vraies. Il ne se trouve nulle part autant de merveilleux, et de merveilleux vrais, alors cette notion je la trouve extrêmement heuristique, que dans l'histoire des insectes. Et là, je pense qu'on est assez près finalement de ce que signifie le terrain. Le terrain, c'est finalement l'ensemble des données qui à la fois posent question et suscitent un plaisir de type esthétique qui nous fait se développer quand même en nous une forme à la fois d'interrogation, de questionnement, et en même temps de respect. Et je veux dire, questionner sans détruire, questionner en respectant, questionner en admirant, voilà ce qui serait le fondement de la science, en quelque sorte. Alors, il y a un article, d'ailleurs, qui est présent dans Kern, je n'ai pas noté son nom, mais qui, justement, est consacré à cette notion de merveilleux vrai, sur laquelle j'ai aussi publié un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le merveilleux vrai ? Alors, c'est d'abord, le merveilleux vrai, c'est, comment dire, le fait, disons, d'être en quelque sorte en contact avec une situation dont un certain nombre de paramètres nous semblent des indicateurs d'un problème à résoudre qui, en même temps, disons, n'est pas, disons, est comme une intensification de la relation de toutes sortes, de toutes caractéristiques, une intensification de notre relation au monde. C'est-à-dire qu'en répondant à la question que nous pose la chose problématique, en quelque sorte, nous découvrons en nous de nouvelles potentialités, de nouvelles manières de nous relier au monde extérieur. Et c'est ça qui, finalement, serait la source du merveilleux ou de l'admirable. Le merveilleux, ce n'est pas l'exotisme, c'est ce sentiment, justement, d'une démultiplication de liens avec un monde qui n'est pas englobant, si vous voulez, mais qui est simplement notre partenaire, en quelque sorte. Et donc, le développement, la démultiplication, justement, des interactions avec le monde, qui est aussi au centre du pragmatisme, apparaît comme une condition, ça, on va le voir tout de suite, de l'intensification à la fois de la collectivité et de l'individualité. Alors,
en ce qui concerne ses expériences, là je les laisse de côté, mais il en a fait énormément. Il a fabriqué des ruches d'observation à base de petites boîtes transparentes. Il a peint, il s'est appliqué à peindre le corset des rennes pour voir en plusieurs couleurs, pour voir finalement comment elles allaient réagir. Et donc, disons, la dimension expérimentale de ce travail de type philosophique, finalement, c'est ça qui est important, et ici tout à fait essentiel. En quoi d'ailleurs il s'est opposé à la plupart de ses contemporains, notamment à Buffon. Buffon qui lui avait, disons, pour vocation en tant que naturaliste, non pas d'observer les petites choses, non pas d'observer ces quantités infinitésimales que sont justement les insectes, mais au contraire d'aller à la découverte ou d'orienter son esprit vers la découverte des lois permanentes de la nature. Alors il écrit, par exemple, je l'ai noté parce que c'est drôle, plus on observe, alors il a fait des observations, lui-même des expérimentations, mais qui ont la réputation d'être très généralement fausses, beaucoup plus pleines d'erreurs comparées à celles de Réaumur. Plus on observe ce panier de mouches, et plus on y découvre des merveilles. Voilà, alors ces abeilles de Réaumur deviennent un détestable panier de mouches. Car enfin, une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature. Et cette république merveilleuse, donc il reprend le terme de merveilleux pour s'en moquer, ne sera jamais aux yeux de la raison, et là vous voyez comment on retombe dans les dichotomies habituelles, elle ne sera jamais aux yeux de la raison qu'une foule de petites bêtes qui n'ont d'autre rapport avec nous que de nous fournir de la cire et du miel. Alors, de la part de Buffon, là vous voyez la quantité de défauts, je dirais épistémologiques, éthiques et pratiques finalement qui s'accumulent ici, hypothèse téléologique, rationalisme non appliqué, rejet de l'expérimentalisme, hiérarchie des êtres, être méprisable, être supérieur. Et là, on est vraiment dans un univers finalement totalement, je dirais, à la fois anti-scientifique et anti-démocratique. Enfin, en tout cas, très peu. Pourtant, c'est les Lumières, mais vous voyez que les Lumières ont pris des routes assez différentes. D'ailleurs, même Diderot, Diderot dit à propos de ces paniers de mouches auxquels Réaumur consacre tellement de temps, il lui dit « Au grand génie, les grands objets, les petits objets, au petit génie ». Donc, on a, bien sûr, chaque philosophe est victime, en quelque sorte, des préjugés de son temps, au moins en partie. Mais en tout cas, ce qui est important chez Réaumur, c'est l'idée que l'insecte, finalement, par rapport à nous, dit-il, d'ailleurs j'ai une citation, elles font partie de l'univers total. Elles ont un rôle, enfin disons que, et on retrouvera d'ailleurs les mêmes, les mêmes remarques et les mêmes biais, en quelque sorte, au sujet de l'anthropologie culturelle, naissante au début du XIXe siècle. Il dit que donc ça fait partie, on ne peut pas hiérarchiser les êtres, et il écrit, ce qui ferait très plaisir aujourd'hui à tous les savants qui étudient la drosophile, par exemple, dans les labos de neurobiologie, l'insecte par rapport à nous n'est qu'un ouvrage en miniature, Mais quel ouvrage pour ceux qui les connaissent un peu, point d'exclamation. Donc c'est un ouvrage en miniature. Alors cette idée de miniature, moi ça me semble très important, je ne peux pas le développer ici, mais justement pour penser la spécificité du terrain et pour aussi aborder le local comme condition d'accès, non pas au général et à l'abstrait, mais comme condition d'accès à un universel de ce que Walser appelait un universel de recoupement ou un universel de réitération qui va conférer à la loi non pas le rôle d'un être abstrait auquel les phénomènes obéiraient, mais la fonction d'être une uniformité statistique ou finalement d'avoir une valeur probabiliste qui est effectivement celle qui va ressortir finalement des sciences expérimentales de la nature. Expérimentation, alors en tant que justement interrogation respectueuse d'une situation problématique. Alors évidemment là il va falloir faire la distinction entre l'expérimentation comme forçage de la nature et l'expérimentation comme question, comme relation dialogique. Alors ça, c'est des différences qui sont un peu compliquées à mettre en œuvre quand on est sur le terrain, mais là, je voudrais justement aborder quelques aspects de ce terrain en tant que pratique à la fois anthropologique et objet philosophique. Donc je laisse de côté finalement une exploration des distinctions qu'on pourrait faire quand il s'agit d'enseigner l'histoire de la philosophie et d'enseigner
quel est le commencement ou l'origine de la philosophie entre le merveilleux, justement, dont j'ai très vite parlé, l'étonnement, le sentiment d'étrange, l'exotisme, le doute, etc., etc. Mais je dirais, parce que là, ça serait en soi un exposé, c'est intéressant voilà, de creuser les distinctions entre tous ces termes, mais je dirais simplement que si les autres, disons les autres attitudes comme moment inaugural du philosophé, disons, sont des attitudes destinées à vérifier une hypothèse existante, je dirais que le terrain ou le merveilleux vrai, ou disons la recherche de la vérité accompagnée d'un sentiment d'admiration, est plutôt, je dirais, l'attitude. On parle souvent dans les sciences sociales de flair psychologique, il en faut aussi. Donc l'attitude ou le flair qui permet de mettre sur la route de l'abduction, c'est-à-dire non pas de la vérification d'une hypothèse, mais la création même des hypothèses. Et là, cette différence me semble aussi importante pour penser le terrain. Et du coup, ça devient un objet philosophique par excellence, parce que qu'est-ce que c'est que la philosophie? Ça n'est pas de chercher les réponses à des questions préexistantes, mais c'est bien de créer les questions. Quand on dit créer les questions, eh ben, elles ne tombent pas du ciel, elles nous parviennent en raison d'un déplacement qui est aussi un déplacement vis-à-vis des questions habituelles, vis-à-vis des concepts que nous utilisons pour poser des questions au monde humain ou naturel qui est le nôtre. Donc je trouve que justement cette abduction, enfin cet art de faire surgir des questions à partir d'un flair psychologique ou d'une intuition généralisée, finalement, c'est une bonne manière de parler de la philosophie. Et ça, c'est le terrain en même temps. C'est vraiment le terrain. Voilà. Et souvent, effectivement, les sociologues ou les anthropologues vont parler du terrain comme d'un mélange d'attirance et d'esprit scientifique, souvent comparé à une relation amoureuse. Alors, je parle pas mal de fréquenter des anthropologues en particulier. Et donc la relation amoureuse avec le terrain est assez prégnante, puisque c'est justement cette combinaison entre l'attirance et la quête scientifique qui va alimenter l'attitude d'enquête, la question de la découverte, la question de, par exemple, d'un point de vue plus théorique, la découverte des corrélations finalement, des points de jonction, d'interaction entre expliquer et comprendre, par exemple. Alors, en ce qui concerne le terrain, maintenant, là, on va sortir des paniers de mouches et autres exemples, et puis se situer plus sur le terrain, si je peux dire, des relations sociales, et puisque le terrain, finalement, est field work, le travail de terrain, l'enquête de terrain, c'est une notion qui va s'émanciper en quelque sorte, être isolée à partir du début du XXe siècle, donc assez tardivement, et notamment via la sociologie interactionniste, la sociologie, ce qu'on appelait la méthode ethnographique, et donc toute cette sociologie qui est fondée sur le fait d'aller au contact de. Bon, maintenant, aujourd'hui, disons que la conception de terrain est élargie à d'autres observateurs, notamment les voyageurs, les missionnaires, qui auparavant étaient dépourvus de tout statut scientifique et donc finalement n'étaient pas intégrés dans l'histoire des sciences sociales. Alors, pour présenter le terrain tel qu'il existe pour des gens, comme pour en citer quelques-uns, comme Thomas, Park, comme Znanicki, comme Burgess, etc., qui sont un peu des fondateurs de la sociologie pragmatiste, mais également, c'est pas un terme qu'on va trouver chez John Dewey ou chez James, il n'y a pas de terrain, il y a de l'enquête. Et l'enquête est nécessairement enquête de terrain, même si ce n'est pas tout à fait précisé. Mais disons qu'il n'y a pas. La première chose à dire, c'est que le terrain, si vous voulez, il est d'une nature relationnelle. Il n'y a pas de terrain en soi. Le terrain est l'objet d'un découpage par un sujet qui, en quelque sorte, va vers le réel sous cette forme. Alors d'un côté l'objet, si on peut dire, le côté de la réalité, on pourrait dire que le terrain est nécessairement un territoire localisé. Là aussi, je fais simplement quelques petites remarques, beaucoup trop rapides, mais tout terrain, si vous voulez, doit être doté d'une unité spatiale, d'une unité géographique, au sens où, si vous voulez, dans un terrain, ce
qui se passe entre les êtres. C'est moi qui ai appuyé sur un bouton, peut-être? Non, oh, bon, ok. Ok, ça va. Très bien. Au sens où, si vous voulez, le terrain est significatif dans la mesure où on fait l'hypothèse, où on constate, où on espère que la distance n'est pas un facteur décisif dans l'explication des phénomènes étudiés, si vous voulez. Donc, évidemment, il peut y avoir des terrains si artificiels que tout ce qui en sera tiré sera faux ou fallacieux, mais il appartient justement à... C'est pour ça, par exemple, l'écosystème est un terrain qui a son unité en quelque sorte, mais qui dépend aussi d'une évolution de l'esprit scientifique et d'une évolution des découvertes, d'une transdisciplinarité qui est absolument impossible à partir du moment où, jusqu'au moment où nous fonctionnons sur la base d'une sectorisation des savoirs, etc. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les terrains, si vous voulez, sont des portions en quelque sorte de la réalité qui ont, disons, leur logique indépendante de la nôtre et donc qui sont des conditions aussi à prendre en considération pour pouvoir les aborder. Et de fait, la sociologie interactionniste, qui est créatrice finalement de la méthode de l'enquête de terrain, ou en tout cas qui va en élucider un très grand nombre d'aspects, recommande justement de se mettre en contact direct avec la réalité étudiée. Donc l'idée d'aller au contact du terrain pour justement découvrir dans cette unité spatio-temporelle des données de première main, etc. etc. Donc ces remarques sont importantes simplement pour attester, si vous voulez, le fait que dans le terrain se rencontre une altérité, une véritable altérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain à partir du moment où j'estime que les êtres obéissent à des logiques qui sont identiques aux miennes, en quelque sorte, ou dans la mesure où il n'y a pas de terrain dans la mesure où, si vous voulez, l'indépendance, en quelque sorte, de la réalité observée est niée. Donc, la condition d'objectivité, ici, relève finalement de la reconnaissance de l'altérité du terrain par rapport à moi, de son indépendance, de sa capacité à persister, indépendamment de mon observation, et ça c'est important. Et finalement, le terrain naît avec à la fois le sentiment d'exister, en tant qu'entité séparée, mais également en tant que reconnaissance de l'existence d'une chose hors de soi, autrement dire, existence de la réalité. Donc le terrain, finalement, s'inscrit dans une philosophie de type réaliste et permet de repenser la réalité, ou le réel, enfin, bon, on laisse de côté ces aspects-là, justement, permet de repenser, finalement, la catégorie de réel dans l'architecture de la découverte elle-même. Ce qui est intéressant, justement, pour lutter contre les arguments relativistes, les arguments révisionnistes, voire les arguments négationnistes, si tant est qu'on ait à buter contre eux. Donc, mais d'un autre côté, il n'existe pas de terrain là où il n'y a pas de chercheurs, en quelque sorte. Et donc, voilà, par exemple, dit Thomas, le terrain n'existe pas tant que le chercheur n'y est pas, et il disparaît dès qu'il n'y est plus. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans bien des cas, si vous voulez, le terrain est toujours approprié, ou en tout cas exprimé sous la forme de mon terrain. Je vais sur mon terrain, il y a mon terrain, je constitue mon terrain, j'ai pour terrain ceci ou cela. Et dans cette proximité, ou ce rapprochement en quelque sorte, entre des conditions objectives indépendantes de moi que je reconnais comme être telles, et cette, appropriation en quelque sorte du terrain comme étant mon objet de recherche, quelque chose qui m'engage, donc finalement une situation qui me transforme en même temps qu'elle m'informe, se trouve justement une relation nouvelle que j'ai appelée dans un article qui est assez ancien maintenant, interobjectivation. Alors je vais dire quelques mots sur cette interobjectivation. J'ai une inquiétude sur l'heure tout d'un coup parce que j'ai pas du tout de... Voilà, ça va toujours hein? Ouais. Vous avez encore jusqu'à 30 minutes là, vos questions, donc dépendamment de ce que vous...
D'accord. Donc, interobjectivation, voilà, c'est encore une fois donc un terme que j'ai pu, disons, développer dans un article qui est en accès libre, en particulier sur Academia. Mais disons que c'est un terme qui a une grande valeur heuristique dans la mesure où il met en évidence la manière dont se constitue le terrain par la rencontre et la prise de contact entre deux réalités indépendantes, rencontre qui crée une situation irréductible à celle des entités en présence indépendamment de leur contact. Alors voilà, c'est ça que je voudrais développer. Cette situation va revêtir des caractéristiques objectives. C'est une situation d'observation. La ruche transparente imaginée par Réaumur est une réalité, si vous voulez. Ça n'est pas une vue de l'esprit, mais ça n'est pas non plus la chose telle qu'elle existe dans la nature, si vous voulez. Et c'est cette interface, en quelque sorte, ou cette réalité intermédiaire, qui est, encore une fois, réellement existante, qui suppose finalement que des données des entités en présence, que ce soit l'enquêteur, l'enquêté, que ce soit l'observateur et les abeilles, d'une certaine façon se découvre un commun terrain de fonctionnement tel qu'il en provienne une situation, que John Dewey va appeler un accord dans les activités, tel qu'il en provienne une situation, on pourrait dire, qualitativement unifiée, c'est-à-dire tel qu'il en provienne une intégration, en quelque sorte, continue entre les gestes de l'un et les gestes de l'autre. Donc, l'irréductibilité de cette situation nouvelle est vraiment l'apanage de la science, en quelque sorte, l'apanage de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique procède par l'invention des situations, d'une certaine façon, qu'elle permet de dégager au fur et à mesure. Alors, comme donc beaucoup de scientifiques le remarquent, le terrain suppose un double déplacement. C'est celui de l'enquêteur qui va sur son terrain, donc il sort de sa chambre, voilà, il sort de sa bibliothèque, donc il va à la rencontre d'eux, donc il s'expose. Il y a beaucoup de textes sur justement le fait de s'exposer et la difficulté parfois psychologique qu'il y a à se rendre poreux finalement au monde extérieur, ce qui est évidemment l'attitude esthétique ou artistique par excellence. On peut parler de l'art comme porosité au monde. On peut dire comment se rendre poreux. Là aussi, on rencontre une question philosophique tout à fait cruciale. Bon. Et puis, mais il y a aussi le mouvement inverse qui est celui de l'enquêté qui va vers l'enquêteur. L'enquêté qui, quant à lui, doit aussi, d'une certaine façon, disons, s'adapter à la question qui lui est posée par l'enquêteur. Et je vais prendre des exemples tout de suite, mais s'y adapter de telle manière que tout en préservant en quelque sorte son identité, il se coopère, et on va parler d'enquête de terrain en termes de coopération, enfin en tout cas on peut, qu'il coopère à la création d'un langage commun ou d'une situation commune qui permette une observation et une avancée vers le futur. Alors, ce qui me semble important ici, c'est de penser le terrain justement comme lieu, non pas comme espace, mais comme lieu, comme un lieu d'investigation, comme un lieu de rencontre, ce qui est le propre à la fois de la méthode ethnographique et de l'interactionnisme au sens pragmatiste du terme. Cette attitude de création d'un espace de contact, en quelque sorte, qu'on peut appeler un lieu, et qui va générer toutes sortes d'usages, et une situation, encore une fois, irréductible, peut être très utilement distinguée de deux attitudes opposées, mais pourtant tout aussi, il me semble, factices l'une que l'autre. D'une part, l'attitude qui consisterait à se mettre à la place d'eux, qui pose des problèmes, je dirais, scientifiques, mais qui pose aussi des problèmes éthiques, à mon sens, mais également l'attitude, disons, on va dire à l'inverse, positiviste, qui serait tout à fait exempt, bien sûr, d'empathie ou de sympathie, mais qui consisterait à prétendre poser sur l'objet un regard parfaitement neutre et désengagé. Donc, entre le positivisme, si vous voulez, et l'empathie, réside justement une condition de possibilité qui est celle de la rencontre, du contact. Il y a une anthropologie du contact, par exemple, et qui me semble être la spécificité du terrain, et peut-être même, je dirais, disons, l'une des caractéristiques fondamentales de la philosophie qui serait philosophie de terrain, disons, sans le dire. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que cette manière neutre et désengagée, ce positivisme finalement scientifique, est même au cœur de la méthode expérimentale telle que conceptualisée par Claude Bernard, finalement toujours
réitéré en quelque sorte malgré le médecin qui était Claude Bernard. Puisque effectivement, disons, il va parler de l'observation en termes d'un esprit qui devient le miroir de la nature, il se tait, la nature se reflète en lui, etc. Donc il y a toutes ces pages de Claude Bernard sur l'esprit expérimental qui est finalement, qui sont assez anti-expérimentales. Alors, ce qui est important ici, c'est que justement, disons, le terrain comme lieu de rencontre, place commune, vision partagée. Il y a un terme aussi que j'avais rencontré chez Thomas, il me semble, non, chez Huyghe. L'idée, c'est que l'enquêteur, il doit se rendre acceptable. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve finalement très précis, comme pour désigner l'attitude finalement de l'enquêteur. Il doit se rendre acceptable. Autrement dit, il doit susciter et accepter une coopération avec l'enquêté. Ça peut être une coopération d'ailleurs avec des choses inanimées, enfin, ou des êtres qui n'ont pas de capacité de mouvement et de quelconque empathie, mais ça peut être évidemment aussi avec des êtres qui nous répondent, comme le disait, comment il s'appelle, cet anthropologue. Bon, enfin, en fait, l'idée est de cheminer avec, de se laisser instruire par les événements, ce que Rousseau appelle l'éducation des choses, par exemple, donc, qui peut être... c'est Tim Ingold, pardon. Voilà, donc se laisser instruire par cheminer avec, ce qui est complètement, voilà, une attitude finalement également qui me semble bien exprimer ce que c'est que la spécificité du terrain. Cheminer avec, autrement dit, disons, au lieu d'imposer ou d'apercevoir la réalité extérieure par l'intermédiaire, soit d'hypothèses déjà formulées, de questions déjà faites ou de catégories engrangées en quelque sorte, accepter en quelque sorte d'être visité par la réalité de manière à se déplacer, non seulement physiquement mais également mentalement. Voilà. Alors, bien sûr, cette attitude d'un point de vue éthique évite la dissymétrie entre enquêteurs et enquêtés, dont par exemple l'ethnographie coloniale et postcoloniale a beaucoup souffert. Et ça évite aussi, ce sur quoi insistait beaucoup Evans Pritchard par exemple, ça évite d'intégrer ou de transformer l'enquête en un processus inquisitorial qui est très très problématique justement jusqu'à aujourd'hui dans les enquêtes de terrain. Alors maintenant, je voudrais aborder les raisons pour lesquelles finalement cette attitude est nécessaire pour la connaissance de la réalité, pour la connaissance du monde. En quoi cette attitude est-elle requise? Pourquoi aller vers le terrain? Pourquoi constituer des terrains? Alors la première chose, c'est que c'est une condition d'objectivité. Et ça, c'est très présent, justement, une idée qui est très présente dans le pragmatisme. Les faits sociaux ne sont pas séparables, si on se situe sur le plan de la sociologie, de l'anthropologie. Donc les faits de la connaissance d'autrui, les faits sociaux, et c'est une idée réitérée de mille manières, ils ne sont pas séparables de la manière dont les acteurs conçoivent le monde qui est le leur. Selon Malinowski, par exemple, qui est un des grandes références de John Dewey, et un anthropologue, un des fondateurs, disons, de l'anthropologie culturelle les plus importants, le but de l'ethnographe, dit-il, je cite, c'est de saisir le point de vue de l'indigène, ses rapports avec la vie, de comprendre sa vision du monde et de son monde, ce qui peut être accompli par l'ethnographe qui possède la langue indigène et peut s'en servir comme instrument d'enquête. Ça, c'est dans son texte qui s'appelle l'essai sur l'évolution culturelle. Et de même, Thomas recommande d'accepter que les représentations que les acteurs se donnent d'une situation ont des conséquences réelles sur la situation. Autrement dit, la démarche qui consiste à intégrer ou se mettre à l'écoute des enquêtés pour comprendre les réalités sociales est indispensable à l'établissement d'un fait social d'une manière générale. Blummer, par exemple, aussi, qui est un des grands représentants de l'école de Chicago numéro 2, considère, dit-il, qu'il faut prendre le rôle de l'acteur et voir son monde de son point de vue. Cette approche méthodologique, précise-t-il, contraste avec la soi-disant approche objective, si dominante aujourd'hui, qui voit l'acteur, et là on est dans les années 70, qui voit l'acteur et son action depuis la perspective d'un observateur détaché et extérieur. L'acteur agit dans le monde en fonction de la façon dont il le voit, et non dont il apparaîtrait à un observateur étranger.
Alors je prends un autre exemple qui est celui de Diane Bedouin, qui a fait une enquête ethnographique extrêmement intéressante, menée auprès d'enfants sourds en milieu scolaire. Et donc, la première chose qu'elle a dû faire, c'était d'apprendre la langue des signes française, LSF, et elle écrit « Être une ethnographe entendante dans le monde des sourds, c'est d'une certaine façon devenir membre affilié à la communauté sourde, au sens où l'entendent les ethnométhodologues, à savoir quelqu'un, dit-elle, qui partage les allants de soi, alors c'est un peu le jargon de la sociologie interactionniste, donc les allants de soi, au sens où d'être quelqu'un qui partage les allants de soi de leur culture et qui, à défaut de participer à toutes les actions ordinaires de la vie quotidienne de ces jeunes, met tout en œuvre pour partager leur vision du monde et leur ressenti avec un regard de l'intérieur. Alors, et elle précise, la double exigence d'immersion et d'extériorité est l'une des clés de la validité ou au contraire des limites des résultats obtenus. De la validité, c'est-à-dire l'objectivité. Et donc, je dirais par ailleurs, puisque je ne suis pas sûre d'avoir je ne vais pas pouvoir le développer, mais que cette existence d'immersion et d'extériorité, on pourra en parler dans d'autres termes. C'était disons, comment dire, dérouler les conséquences sociopolitiques de cette double exigence qui me semble être l'exigence démocratique par définition, en quelque sorte. Et donc, d'une certaine façon, peut-être même pouvoir relire un grand pan de la philosophie politique en général à partir justement de qu'est-ce qui en nous est social, qu'est-ce qui en nous est individuel. C'est toute la question. C'est-à-dire qu'est-ce qui en moi est disjonctif par rapport au groupe qui est le mien. En quoi le groupe me permet-il de développer ce qui est disjonctif en moi, c'est-à-dire ce qui est singulier ou unique, mais en quoi finalement mon unicité est-elle constituée de telle manière qu'elle participe aussi à la vie des groupes qui ultérieurement seront dotés de ressources qui leur permettront, etc. etc. Donc c'est des boucles, si vous voulez, permanentes. Et cet équilibre finalement entre l'individuel et le social, entre l'individuel et le commun, entre... disons, alors le terme d'identité ne convient pas du tout ici, donc il ne faut surtout pas, enfin je pense qu'il ne faudrait pas l'utiliser, mais entre ce qui est le soi et ce qui est, disons, le groupe qui permet au soi à la fois d'enquêter d'une certaine façon et donc de développer de nouvelles virtualités et de contribuer finalement à l'engrangement finalement des apports ou des contributions historiques, me semble être justement un fondement à la fois de l'anthropologie culturelle interactionniste et de la démocratie ou de la théorie démocratique, notamment chez Dewey. Donc, être à la fois dedans, dehors, bon, les psychanalystes disent que c'est comme ça aussi qu'on devient un sujet humain à peu près équilibré, pas trop malade. Voilà. Alors, il y a une autre finalité, là justement, qui est beaucoup plus politique et pratique, si on peut dire, qui est très politique et sociale, c'est que justement l'enquête sociale telle qu'elle est présentée ici comme enquête de terrain a pour objectif, et ça c'est John Dewey qui l'explique, la reconstruction de l'expérience partagée. On peut rappeler que par exemple l'anthropologie culturelle est une discipline qui naît au moment où les cultures dites primitives, c'est-à-dire ce qui constitue leur objet, disparaissent. Et cette proximité, si vous voulez, entre... cette coïncidence dans le temps est tout à fait frappante mais elle est frappante et en même temps on la comprend bien dans la mesure où finalement ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle, et là je pense à des auteurs tels que Franz Boas ou Edward Sapir ou Goldenweiser et tous leurs élèves qui sont extrêmement nombreux, les textes ne sont pas trop traduits en français, ou même Malinowski, si vous voulez, pour eux ont pour but disons, de faire quelque chose en quelque sorte pour les cultures dites primitives qui sont en proie à une destruction culturelle et là, dès le début du XXe siècle, ça fait déjà un moment que c'est le cas. Alors, donc je voudrais donner quelques points là justement qui sont d'une grande actualité jusqu'à aujourd'hui sur justement ce que peut le terrain justement pour la reconnaissance de l'altérité, de la minorité en quelque sorte, de l'autre et de la justice sociale, de la réparation, de la réconciliation. Finalement, là, ce que je voudrais dire simplement, c'est que le terrain est la condition de la réconciliation, est une situation de réconciliation. Alors ça, c'est un mot qui est beaucoup employé au Québec, donc c'est pour ça que je m'y intéresse. Alors Malinowski, par exemple, dit que l'enquête permet de rapporter les changements à ce qu'il appelle des forces de contact. C'est intéressant, c'est pas le contact n'est pas des forces de contact, mais c'est aussi
ces forces de contact, on peut les relier à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire à la fois l'admiration et le respect et la volonté de connaître, la volonté de savoir. Selon Malinowski, les transformations culturelles sociales, elles adviennent nécessairement du fait même d'un contact entre involontaire, notamment colonial ici, entre des peuples différents. Mais la question qui est pertinente, selon lui, concerne quelle orientation donner à ces changements culturels. Et justement, l'enquête ethnographique va être destinée à orienter les changements d'une manière humaine. C'est ainsi qu'il s'exprime. Dans son livre sur l'évolution culturelle, l'anthropologie apparaît comme l'auxiliaire de l'invention d'une socialité moins irrationnelle, moins violente, plus humaine que celle dont il est le contemporain, à savoir, là son terrain est en Afrique, enfin dans un certain nombre de pays africains. Elle peut fournir, dit-il, à terme le modèle d'une coopération, ici entre les Européens et les Africains, et mettre au jour les avantages relatifs, dit-il, à, je cite, une collaboration et un accord des idées, des sentiments et des perspectives générales. Et ceci va suffisamment loin, par exemple beaucoup plus tard, enfin une trentaine d'années plus tard dans la sociologie interactionniste, va jusqu'à une inversion finalement entre enquêteur et enquêté. C'est-à-dire comment l'enquêteur peut-il prendre la place de l'enquêté et l'enquêté d'une certaine façon devenir l'enquêteur et notamment l'enquêteur de sa propre situation. Là il faudrait pouvoir le développer, mais la personne consultée acquiert en quelque sorte des dispositions et une stature différente de celle qu'elle a lorsque, et c'est vrai pour tout un chacun d'entre nous, que lorsqu'elle n'a pas l'occasion de mettre sa propre vie en récit, si vous voulez, ou de la mettre en perspective, ou de la partager, ou de la faire connaître. Donc ça donne des capacités d'enquêteurs finalement aux enquêtés eux-mêmes. Alors on peut citer Anderson, son travail sur les hobos, qui lui-même avait été un sans-abri. Howard Baker, c'est connu, qui étudie sur les fumeurs de hashish, la déviance, la délinquance, le jazz, alors que lui-même était musicien de jazz, ou l'était, etc. Mais déjà, dans les dynamiques de l'évolution culturelle, Malinowski écrit « L'Africain est en train de devenir un anthropologue qui retourne nos propres armes contre nous ». Il faudrait vérifier la traduction. « Il vaudrait mieux que l'homme de la pratique ne traite pas ceci comme une plaisanterie ou un phénomène insignifiant et mineur, car dans l'ensemble, il contient une grande part de vérité. Et il laisse prévoir la naissance d'une opinion publique, d'un sentiment national et racial qui, tôt ou tard, devra être pris en considération par les agents du contact sur le plan pratique. » Alors, je trouve ce texte absolument extraordinaire. Et, disons, en termes d'analyse postcoloniale, comme on a dit, je crois qu'il a été quand même beaucoup plus loin qu'un certain nombre de nos auteurs actuels. Donc, finalement, que la situation d'enquête soit la découverte d'un point de réconciliation, d'entente, de coopération, c'est ce qu'on va découvrir sur le terrain. Par exemple, là, je finirai là-dessus. C'est ce qu'on va découvrir sur le terrain à travers la question du rapatriement des restes humains et des objets funéraires que j'avais étudié à l'occasion de mon livre Participer, mais d'une manière générale, là, qui est aujourd'hui, là j'ai lu encore hier des articles sur la question aujourd'hui, où est-ce que j'avais mis ça? Excusez-moi. Non, apparemment, ça n'a pas été. J'ai pas les références, j'ai pas dû sauver comme il a fallu, comme il fallait le nom disons le titre des articles en question. Mais disons que, par exemple, les Inuits sont en relation avec 450 musées aujourd'hui. Alors, disons la première occurrence. Je finirai là-dessus. La première occurrence, ça se passe il y a une trentaine d'années, de la part d'un ensemble d'Amérindiens qui vivent dans les îles Hawaï et qui demandent au Smithsonian Museum, enfin le musée d'histoire naturelle de New York, demandent le rapatriement des restes funéraires, d'objets funéraires et de restes humains qui sont stockés dans les vitrines du musée à New York. Et là, c'est comme une espèce de conflagration dans l'esprit des conservateurs du musée, qui fonctionnent sur la base d'hypothèses, de présupposés, de valeurs qui sont totalement incommensurables par rapport aux demandes des autochtones, demandes qui sont rejetées dans un premier temps. Mais ce qui est intéressant, il a fallu 20 ans d'ailleurs, une bonne vingtaine d'années, puisque là aujourd'hui on rentre dans un processus de restitution d'un certain nombre d'objets, ou en tout cas de requalification de ces objets par rapport à des cultures qui, disons, ont un espoir de revitalisation via
la recréation d'un rapport historique avec des objets confisqués, si vous voulez, et comme morts, statufiés, conservés, formalisés dans des vitrines de musées. Et donc, voilà, aujourd'hui, on en arrive à des situations beaucoup plus générales. La France elle-même, avec beaucoup de difficultés à restituer, il n'y a pas très longtemps, une dizaine d'objets. Il n'est pas, justement, ce qui était intéressant dans ces articles que j'ai lus ici, c'est qu'il n'est pas toujours question de restitution. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que pour qu'il y ait, disons, reconnaissance du lien et du droit des tribus X, Y, Z avec les objets patrimonialisés par des musées occidentaux, il faut, disons, une adaptation mutuelle, un ajustement des discours en quelque sorte de l'enquêté et du discours de l'enquêteur, du discours en quelque sorte du conservateur et du discours du peuple concerné. Et on l'a vu, enfin il y en a de très nombreux exemples, mais ce qui apparaît, c'est que justement, au fur et à mesure qu'il y a eu des commissions, des conseils, des consultations, de la coopération, d'un côté, disons, les responsables des musées ont dû revisiter en quelque sorte leur droit à conserver des objets de ce type, ou d'autres objets, rituels ou cultuels. Et par ailleurs, il a fallu aussi que, disons que les Amérindiens fassent, enfin je ne me souviens plus là, du nom de la tribu exactement, enfin du peuple, et qu'ils fassent aussi la preuve, d'une certaine façon, que ces objets, effectivement, étaient inscrits dans leur histoire, qu'ils avaient un sens, qu'ils avaient telle ou telle signification, etc. etc. C'est-à-dire que via la question finalement du rapatriement d'un certain nombre d'objets culturels, se pose la question de la définition même de ce que c'est que la culture, finalement. Et cette question, d'ailleurs, de l'identité, peut-être pas de la spécificité culturelle, qui inclut son historicité, est justement une question qui demande l'aide des anthropologues. Beaucoup d'anthropologues, c'est le cas par exemple pour l'anthropologie aborigène de Thomas, etc., beaucoup d'anthropologues sont disons, des auxiliaires extrêmement précieux des peuples colonisés ou détruits culturellement pour, par exemple, la réécriture ou la consignation de chartes culturelles qui servent ensuite de base de revendications de droits territoriaux ou de droits symboliques, etc., etc. Donc vous voyez, ici c'est ça le terrain. Hein. Le terrain, c'est finalement, comme le disait John Dewey à propos du public, le terrain, c'est ce qui permet finalement à une population bloquée en quelque sorte dans sa trajectoire. L'enquête sociale, disait-il, ça n'est pas un passe-temps pour des gens qui n'ont rien à faire. L'enquête sociale est l'outil de la reconstruction même des individus ou des groupes sinistrés, en quelque sorte. C'est-à-dire sinistrés par une interdépendance d'un type ou d'un autre. Et c'est le travail même qui demande des coopérations parfois à très vaste échelle, mais c'est la reconstruction des situations finalement dotées d'un futur qu'on peut appeler finalement la constitution du terrain et qui me semble par ailleurs peut-être au cœur de la démarche philosophique. Je vous remercie.